Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max, et nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la saison 3 de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler Chaud devant. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes qui sont diffusés le lundi tous les 15 jours. Et entre-temps, on se retrouve sur notre page Facebook et notre compte Twitter, toujours tranche le chiffre de couple, comme le nom du podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer un message par email sur tranche le chiffre de couple @gmail.com. et le chiffre de... pardon. Et couple toujours au singulier. Absolument. Tout à fait. Pour terminer cette introduction, on compte aussi sur vous pour nous aider à faire connaître ce podcast, par exemple en partageant cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés ou alors en l'envoyant par message ou par email à vos amis, à votre famille. Et puis, vous pouvez nous aider à rendre ce podcast visible en mettant une note ou un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. C'est aujourd'hui encore le meilleur moyen pour accroître la visibilité de Tranche de couple et le faire découvrir à des personnes qui n'auraient pas encore entendu parler. Il n'y a pas de chance quand même, il faut absolument le faire découvrir. Ce podcast, je vous le dis en toute indépendance, d'ailleurs on en parlera de l'indépendance juste après, c'est le meilleur de sa catégorie, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà, enfin en tout cas nous on est convaincus, puis on espère que vous aussi du coup. Alors, tout à fait. On commence par le point de décryptage de l'Europe, Guillaume, aujourd'hui, c'est toi qui le fais. Eh oui, aujourd'hui on décrypte l'Europe en premier, et on va parler d'indépendance aussi, et d'indépendance de la justice notamment, puisque entre la Commission européenne et la Pologne, ça a toujours été je t'aime, moi non plus. Mais là c'est carrément chaud devant dans le dossier de l'indépendance de la justice. On le sait, la Pologne et l'Union européenne ont quelques différends depuis 2017 et l'arrivée du Parti Justice et Indépendance, le PIS, au pouvoir, qui se sont notamment développés à la suite de réformes du système judiciaire ou la mise en place des zones dites anti-LGBT dans certaines régions polonaises. Les premiers échanges ont eu lieu donc assez tôt, dès 2017, où la Commission européenne avait mis la Pologne sur une liste de surveillance, de pays surveillés, en tout cas pour une crainte d'atteinte à l'indépendance de la justice et à l'état de droit, à l'aune d'une bien pratique réforme du système judiciaire qui avait mis en place notamment une chambre disciplinaire dépendante de la Cour suprême chargée de superviser les juges et, le cas échéant, de les poursuivre. Si, sur le papier, cette réforme conserve a priori le principe de séparation des pouvoirs judiciaires et politiques, coucou Agnès Buzyn, la justice européenne a pointé un risque possible d'influence directe ou indirecte des pouvoirs législatifs, le Parlement ou exécutif, le gouvernement, et a condamné cette semaine la Pologne à une astreinte financière pour la première fois sur ce sujet, si des mesures n'étaient pas prises pour se confirmer au droit européen. Autre problème, la Cour de justice de l'Union européenne, située à Luxembourg, avait retoqué plus tôt cette année le processus de nomination des juges à la Cour suprême polonaise, également à cause du risque de manquement à la séparation des pouvoirs judiciaires et exécutifs. Il faut savoir notamment que le tribunal constitutionnel est déjà composé de juges nommés en grande partie par le parti au pouvoir, le PIS en l'occurrence, et que donc l'Union européenne voyait d'un mauvais œil le fait qu'une autre cour de justice, supposée rendre justice et assurer la validité entre guillemets judiciaire vis-à-vis de la Constitution et du droit international ou du droit national, soit également un peu trop proche des partis qui gouvernent. Alors évidemment, l'histoire de la prééminence des droits nationaux sur le droit européen, ça finit souvent un peu comme celle de la poule et de l'œuf, et surtout c'est un appât parfait pour les populistes de tous bords, et notamment ceux qui gouvernent en Pologne ou en Hongrie, pour ne citer que ces deux pays. Ajoutons notamment que la Commission cherche une solution pour bloquer tout versement à Varsovie, largement bénéficiaire par rapport à d'autres États qui donnent plus qu'ils ne recevront, de l'argent prévu sur le plan de relance, et vous avez là tous les ingrédients pour un cocktail explosif. Cet épisode n'est que le dernier d'une longue bataille entre le pouvoir en place en Pologne et les institutions européennes, qui alimente discussions et craintes dans les couloirs de Bruxelles. L'Union européenne s'implique régulièrement dans des passes d'armes qui opposent le PIS au corps des magistrats et à la justice en général en Pologne.
C'est déjà à la suite des premières réformes judiciaires menées par le parti que Bruxelles, comme je l'avais dit, avait lancé en 2017 cette surveillance de la Pologne pour des risques de violation grave de l'état de droit. Et de son côté, Mateusz Morawiecki, le Premier ministre polonais, a accusé la Cour suprême de déstabiliser le système légal. Il devrait demander au tribunal constitutionnel, contrôlé par les membres nommés par le PIS, de se prononcer sur la légalité de sa décision. Et, dans l'intervalle, il reste à observer la réaction des juges visés par la décision de la Cour suprême. Suivront-ils l'avis rendu par leur père ou celui du ministère de la Justice ? En tout cas, l'ancien président du Conseil européen, le Polonais Donald Tusk, a estimé dans une interview il y a quelques jours qu'il y avait un vrai risque, alimenté par le PIS, de polexit, notamment à la suite d'une prise de position du président de ce parti. La question va être, est-ce que la Pologne peut tenir sa position ou non ? Est-ce que le parti au pouvoir a plus à gagner à se mettre les autres États membres à dos qu'à appliquer le droit européen ? Et surtout, jusqu'où sont-ils réellement prêts à aller, sachant, comme on l'a dit, que la Pologne est tout de même fort liée financièrement à l'Union européenne ? Affaire à suivre. Et oui, un sujet qui traîne depuis longtemps, qui est lié aussi au cas de la Hongrie, un autre État membre. Tout à fait. À mon avis, vous allez encore en entendre parler. Il y a de fortes chances pendant cette saison ou pendant les saisons suivantes. Enfin voilà, Max, maintenant, on va rester sur du sujet brûlant, j'ai envie de dire même très brûlant, paradoxalement pas en France et en Belgique cet été, mais l'été qui vient de se passer est pour l'Europe considéré comme le plus chaud jamais enregistré. Et toi, tu vas nous parler de ce qui s'est passé au cœur de cet été. Exactement, Guillaume. Je voudrais aujourd'hui revenir sur une échéance importante qui a eu lieu cet été, mais qui est un petit peu passée rapidement aux oubliettes. En août dernier, au moment où les forêts brûlaient à différents endroits de la planète, et notamment en Europe, qu'il y avait des inondations majeures qui ont touché pour le coup la Belgique et la France, et des canicules, le groupement international d'experts sur le climat, le fameux GIEC, dont vous avez déjà entendu parler, a rendu son dernier rapport, qui est encore plus alarmant que les derniers. Alors c'est passé un petit peu aperçu parce que, notamment quelques jours plus tard, il y a eu toute la situation en Afghanistan qui s'est déroulée et qui a un petit peu accaparé l'attention de la communauté internationale. Alors du coup, on s'est dit avec Guillaume qu'on allait revenir sur les principales conclusions du rapport parce qu'il y a vraiment urgence à agir et que chacun d'entre nous est un maillon de la chaîne. Alors le premier élément, c'est que ce rapport a été coécrit par 234 scientifiques de 65 pays et qu'il s'appuie sur des études existantes, plus de 14 000, pour affiner l'évaluation de l'impact du réchauffement climatique. Donc ils n'ont pas conduit de nouvelles études, mais ils ont plutôt essayé d'affiner l'évaluation par rapport au dernier rapport qui datait de 2013. Plus de 78 000 commentaires d'experts et de gouvernements ont été pris en compte dans le processus de relecture du rapport. Donc c'est un processus tout à fait inclusif et au global, une analyse beaucoup plus précise. Voilà. Donc dans cette petite brève, je vais globalement revenir sur les principaux points qui ont été analysés dans le rapport. Alors, les changements récents qu'on a observés dans le climat sont maintenant généralisés, rapides et ils s'intensifient. Et certains des changements que nous observons aujourd'hui sont sans précédent depuis des milliers d'années ou encore jamais vus auparavant. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que on a une profondeur maintenant de l'analyse dans le temps. Vous savez, le climat et les températures, il y a eu des périodes de réchauffement et des périodes de refroidissement de la Terre. Mais là, on peut mettre en perspective sur des milliers d'années et ça, c'est important. Alors, donc, si on regarde par exemple l'indicateur de la température moyenne sur Terre, depuis 1800, le rythme de réchauffement est sans précédent et depuis 10 ans, la température moyenne a augmenté de 1,1 degré. Et on ne soulignera jamais assez, c'est une moyenne, donc ça veut dire que selon les endroits de la Terre, c'est beaucoup plus ou moins. C'est du même acabit qu'on se dit, vu l'été pourri qu'on a eu en France et en Belgique, franchement, le réchauffement climatique, c'est une fake news. En fait, non, il faut voir ce qui se passe plus globalement en Europe, qui a eu son été le plus chaud déjà jamais enregistré, et plus localement, où des événements météorologiques peuvent influencer différemment le changement climatique. Et c'est vrai qu'on parle souvent de réchauffement, mais c'est aussi un dérèglement, mais on y reviendra. Alors, les gaz à effet de serre continuent d'augmenter rapidement dans l'atmosphère. Par exemple, donc, la concentration de CO2 dans l'atmosphère est la plus élevée depuis au moins 2 millions d'années, ce qui accentue le réchauffement sur Terre. Au niveau des mers, au cours des 100 dernières années, on a vu une élévation à un rythme plus rapide qu'au cours des derniers 3000 ans, donc quand même ça calme.
La superficie de la banquise arctique en fin d'été est à son niveau le plus bas depuis au moins 1000 ans. Et on peut observer le recul des glaciers à l'échelle mondiale depuis 1950 et sans précédent depuis au moins 2000 ans. Donc le réchauffement qu'on a déjà connu a des conséquences considérables. Il contribue à l'augmentation des événements de chaleur extrême, des événements de précipitations intenses et des sécheresses. Tiens, c'est bizarre parce que ça a vraiment fait écho à ce qu'on peut expérimenter et ce qu'on a pu voir ces dernières semaines. Depuis les années 1950, les extrêmes chauds, donc y compris les vagues de chaleur au-dessus des continents et en mer, sont devenus plus fréquents et plus intenses. Les événements de fortes précipitations sont devenus plus fréquents et plus intenses également, et on constate des augmentations des sécheresses dans certaines régions. Donc ces conséquences sur les températures, les précipitations et les sécheresses affectent désormais l'ensemble de la planète, les personnes, mais aussi la faune et la flore, la nature et l'agriculture, et ça peut avoir des conséquences extrêmement fortes. On se rappelle que la chaîne de développement animal peut dépendre d'un seul maillon. Par exemple, on parle de l'abeille pour polliniser les fleurs, donc l'importance des abeilles sur le développement et l'essaimage entre guillemets de différentes essences d'arbres ou de fleurs un peu partout. Si les abeilles disparaissent, c'est toutes ces cultures, toutes ces plantes qui, elles, risquent de disparaître à moyen ou à long terme. Alors si on a des feux de forêt qui sont de plus en plus fréquents dans de nombreuses régions du monde, c'est en fait parce qu'on a des conditions météorologiques qui sont propices aux incendies, en combinant les conditions sèches, chaudes et venteuses. On a aussi observé dans les océans de multiples changements. Les océans en fait se réchauffent. Et on a une augmentation de l'acidification de l'océan et aussi une perte d'oxygène, ce qui a un impact profond sur la vie marine et sur les personnes qui en dépendent, notamment toutes les populations qui dépendent de la pêche. Ce qui ressort clairement de ce rapport, c'est qu'à moins de réduction immédiate, forte, rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, il sera impossible de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré, ce qui est pourtant l'objectif mondial. Et on sait qu'au-delà de ces 1,5 degrés de réchauffement, en fait, il y a des évolutions irréversibles qui auront lieu. Au cours des 20 prochaines années, le réchauffement climatique, donc la température moyenne à la surface de la Terre sur une période de 20 ans, devrait atteindre ou dépasser ce 1,5 degré par rapport à la fin du 19e siècle. Alors, on a encore une chance si on réduit rapidement les effets de gaz à effet de serre, c'est-à-dire réduire les émissions mondiales de CO2 à zéro net en 2050. À ce moment-là, il serait extrêmement probable, et c'est le seul élément positif du rapport, que nous puissions maintenir le réchauffement climatique bien en deçà des 2 degrés. Si on y parvient, alors à ce moment-là, c'est un peu la réaction en chaîne inversée, c'est-à-dire qu'il est plus probable qu'improbable que la température baisse progressivement pour atteindre 1,5 degré ou moins d'ici la fin de ce siècle, avec un dépassement temporaire de 0,1 degré au maximum. Si les émissions mondiales de gaz à effet de serre se maintiennent au niveau actuel au cours des prochaines décennies, alors là, on atteindra 2 degrés de réchauffement de la planète au milieu du siècle, avec toutes les conséquences qu'on a mentionnées. Alors ce qui est très important de comprendre, c'est qu'avec chaque fraction de réchauffement climatique supplémentaire, nous verrons des changements climatiques plus importants. Chaque demi-degré supplémentaire de réchauffement entraînera une augmentation de l'intensité et de la fréquence des extrêmes de chaleur, des événements de forte précipitation et de sécheresse. À 2 degrés de réchauffement climatique, les extrêmes de chaleur atteindraient plus souvent des seuils de tolérance critiques pour l'agriculture, mais aussi pour la santé humaine. À l'échelle mondiale, les épisodes de précipitation quotidiennes extrêmes s'intensifieront d'environ 7% pour chaque degré Celsius supplémentaire de réchauffement climatique. Voilà, si certains n'en étaient pas convaincus, il est clair et indiscutable que les activités humaines ont provoqué et provoquent le changement climatique, c'est un fait établi. Et donc nous devons, et nous avons la responsabilité, y compris chacun à notre niveau, de réduire en fait notre impact. Voilà, donc ça c'est clairement dans nos mains et surtout dans les mains de nos décideurs. Et il va y avoir une conférence de la COP, donc de la conférence sur le climat à Glasgow au Royaume-Uni très prochainement. Et donc il faut espérer qu'à nouveau des décisions fortes soient prises. Et là encore, l'Union européenne a une responsabilité pour être aux avant-gardes de ces engagements internationaux. Tout à fait, merci Max.
Et donc sur le rapport du GIEC, vous pouvez aller relire soit le résumé en français, soit le rapport en anglais pour vous renseigner. On vous mettra notamment un petit thread, donc un fil de petits messages Twitter d'une des scientifiques qui a participé au rapport et qui aide à vulgariser un petit peu les grandes conclusions sur lesquelles on s'est appuyé pour préparer cette rubrique. Et voilà, donc en tout cas, c'est extrêmement important. Et même si on en parle peu, à nous, à chacun, de faire connaître aussi ces conclusions pour qu'on soit tous acteurs du changement. Tout Voilà. à fait. On termine cette rubrique d'actu par un petit point belgitude, comme d'habitude, Guillaume. Eh ben oui, chaud devant dans le point belgitude, c'est parce qu'on va parler de Grand Prix de Formule 1, enfin Grand Prix en général, parce que fin août, le Grand Prix de Spa-Francorchamps, Grand Prix de Belgique, a bien eu lieu malgré une météo 100% belge, des trompes d'eau pendant plusieurs jours, une piste détrempée et possiblement dangereuse, Ah oui, c'est dangereux ça. et des spectateurs mouillés et dépités. En effet, après avoir attendu 3h15 le départ officiel de la course, elle est finalement lancée à 18h15, toujours sous l'eau. Sauf que les bolides vont courir, entre guillemets, je vous fais des grands gestes de guillemets, seulement 2 tours, et encore 2 tours devant la voiture de sécurité, avant que les officiels ne déclarent la fin du Grand Prix, trop dangereux dans ces conditions. Il faut dire qu'ils ont été échaudés par notamment le crash la veille spectaculaire, mais avec des dégâts humains très limités, essentiellement des dégâts matériels, de Lando Norris, de l'écurie McLaren. Bref, 2 petits tours et puis s'en va. C'est finalement le classement de la séance qualificative de la veille qui comptera pour le classement, et le nombre de points attribués sera divisé par 2 pour les pilotes. Et pas tendre, la presse va jusqu'à qualifier ce Grand Prix de comble du ridicule. On pense aussi et surtout au public et aux sommes déboursées pour voir essentiellement 2 tours de piste, officiels en tout cas pour le Grand Prix. Évidemment, on aurait bien aimé ne pas avoir à en parler, mais c'était quand même un point belgitude assez incontournable. Oui, alors il faudrait peut-être qu'ils fassent ce Grand Prix à un autre moment de l'année. Le problème, c'est qu'ils le font au moment où les conditions sont supposées être les moins mauvaises. Non, c'est vrai que Mais c'est pas ça, possible c'était d'être au avant moment de l'été. ça, c'était avant le dérèglement climatique. Et puis c'est vrai que comme on dit que l'été, ça dure une journée en Belgique, il ne faut pas se tromper. Non, moi j'ai découvert une nouvelle information cette année, c'est qu'en fait, il y a plusieurs étés en Belgique. Oui, il y a une journée. Oui, c'est ça. Mais il y a plusieurs étés. C'est un peu Parfois, comme en il y a des Bretagne, étés qui durent plusieurs étés. il fait beau plusieurs fois par jour. C'est ça, voilà. On en revient toujours à la même chose. On passe à la rubrique vie de couple, Guillaume. Bah oui. Écoutez, aujourd'hui, on enregistre ce podcast et c'est le 11 septembre 2021. Donc ça fait 20 ans après les attentats du 11 septembre 2001. Et on s'est dit que on pouvait commencer cette partie en se remémorant ces attaques terroristes pour rendre hommage aux victimes, à tous ceux qui sont venus leur porter secours et qui ont aussi péri dans les attentats. Et se dire que je pense que ça a marqué tous ceux qui étaient adultes ou enfants, mais enfin qui peuvent s'en rappeler. Clairement, je me souviens, et j'imagine que toi aussi, Guillaume, de là où on était quand on a appris ces attentats. Tout à fait, absolument. Mais moi, j'étais à la maison, en fait. Je rentrais du collège à l'époque, et nous n'avions pas la télé à la maison. Pendant pas mal d'années, on n'a pas eu la télé à la maison. Et en fait, ma mère m'a poussé à aller regarder la télé chez les voisins, juste à côté, la maison mitoyenne, avec notamment la voisine qui, elle, avait travaillé et vécu aux États-Unis pendant pas mal de temps, et pour justement voir et suivre un peu ce qui se passait là-bas. Ça, évidemment, je me souviens assez bien de cette journée. Je me souviens aussi d'une autre journée qui a eu lieu peu de temps après, 10 jours après. C'était où là, pour le coup, je me souviens du moment où on l'a appris sur la cour de l'école. C'était l'explosion de l'usine AZF à Toulouse. 10 jours après, où on s'est tout de suite tous un peu dit, mais tiens, ça y est, ils attaquent la France maintenant. Et oui, moi j'étais en internat à l'époque. C'était le moment où, à la fin de la journée, on allait chercher le goûter. Il y avait une télé dans cet espace-là qui était allumée. Donc j'ai vu les images à la télé. C'était assez marquant. Bon, malheureusement, on a dû rentrer à l'étude, donc on n'a pas pu rester
scotché devant cette télé, parce que je pense que tout le monde est resté scotché devant cette télé, à ne pas en croire ses yeux. Ouais. Voilà, donc 20 ans après, on se souvient. Allez, on passe à des actualités plus de notre vie de couple aujourd'hui, Guillaume. Des actualités d'aujourd'hui, effectivement, on va vous parler du sujet, c'est la rentrée. C'est notre rentrée et comme d'habitude, un sujet qui débarque sans crier gare. On avait un peu oublié d'ailleurs ce sujet finalement à l'aune du Covid parce que voilà, nos agendas s'étaient un peu éclaircis, on avait moins de choses de prévues, des activités régulières qui ont sauté, et puis on voyageait moins, et puis on se baladait moins, et puis on sortait moins, et tout ça. Et là, on se reprend notre agenda dans la tronche, c'est ça, hein, on va dire ça comme ça. Globalement, oui, c'est ça. Voilà, vous imaginez un gros agenda avec une belle rayure de cuir, paf, pendant la tronche. Et on se retrouve de nouveau avec, voilà, on vous en a déjà parlé, je pense, à peu près à chaque début de saison, nos incompatibilités d'agenda, n'est-ce pas, mes week-ends travaillés versus les soirées travaillées de Max. En gros, on se voit brièvement de temps en temps pour le petit-déj. Hein. Non, je plaisante, en réalité. On petit déjeune systématiquement quand même ensemble, quasiment. Mais voilà, on est de nouveau dans ce rythme un peu qu'on trouve déjà un peu fou. Je sais pas combien de temps ça va tenir. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Max, mais est-ce qu'on va réussir à faire de ce monde d'après un monde différent du monde d'avant ? C'est pas toujours simple parce qu'on est vite happé par voilà, par notre quotidien, et c'est vrai que moi j'ai vraiment l'impression qu'effectivement on est reparti comme en 40, on va dire, parce que là moi si je prends ces 3-4 dernières semaines depuis qu'on est rentré, ça fait un mois qu'on est rentré en fait. Je pense que je n'ai pas fait une seule journée de télétravail. C'est vrai que je t'ai pas vu beaucoup à la maison. Hein. Donc, mais tu me diras, ça nous change. C'est pas plus mal, en fait, dans un sens. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, ça fait ça fait quand même une transition. Et puis c'est vrai aussi que les journées sont un petit peu longues. Hein. Voilà, comme je disais à un de mes collègues, je ne crois pas être sorti avant 18h. 18h, c'est mon horaire officiel de fin de journée. Dans ces 4 dernières semaines, alors que normalement en août, c'est quand même des journées un petit peu moins longues. Mais bon, c'est comme ça, on va dire que c'est aussi... On est de nouveau dedans. On essaiera de vous dire du coup où est-ce qu'on en est dans les semaines prochaines, si on arrive à tenir un rythme un peu différent en tout cas, mais profiter un peu plus. On voit en tout cas qu'il y en a, je ne sais pas comment ils font, mais eux, par contre, ils sont soit toujours en vacances, soit ils ont des rythmes de vie un peu différents. Mais la nuit, il se passe beaucoup de choses dans nos quartiers. Il y a des gens qui, à 3h30 du matin, sont encore en train de faire la fête. Et puis pas que le vendredi et le samedi. Hein. Il y en a, ils nous ont fait 2 fois le coup le lundi soir. Tu te dis, mais bon sang, lundi soir, quoi. Remettez-vous de votre week-end, les gars. Allez vous coucher. Non. Grosse bringue le lundi soir. Paf, 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 paf. Ouais, donc ça c'est quand même assez étonnant. Et puis comme on est en fait on dort en hauteur sous les toits sur un espace avec les jardins des maisons autour, du pâté de maison, en réalité le bruit monte aussi, et donc on entend quand même bien. On entend aussi les chasses d'eau des toilettes et tout ça. Non, ça t'exagère. C'est juste moi qui ai tendance à être réveillé par le moindre bruit passé à un certain stade de ma nuit, et du coup... Bref, et on peut enchaîner sur quand on était sur tes histoires de 18h, de sortie du boulot à 18h, pour dire qu'on a repris le sport aussi. Eh oui, on a repris le sport. On a repris le sport à fond. Non, parce qu'on dirait pas comme ça, mais on est en train de redevenir. C'est un peu notre relation au sport, c'est un peu comme la relation à l'été en Belgique. On fait du sport plusieurs fois par an. Mais voilà, pas forcément de façon régulière. Mais là, on s'est remis de façon assez régulière. Hein, ouais, il faut dire que ça n'a pas été simple quand même, parce que cette dernière année et demie, on s'était mis à un bon rythme de sport à la salle, 3 fois par semaine et tout ça. Et puis après, la salle a été fermée. Après, l'extérieur, moi, c'est quand même plus difficile, j'aime moins. Oui, mais pourtant, tu t'es mis à courir en extérieur. Hein. Oui, mais je préfère le tapis, en fait. Et aussi, alors que moi, je supporte plus ma champ de hamster, quoi. Oui, mais en fait,
Pour moi, c'est plus facile de voir comment dire, le compteur qui défile des minutes et qui défile à l'envers, que je fais défiler à l'envers, pour savoir que ma séance va bientôt se terminer. Et donc, ça m'aide à tenir. Plus que 25 minutes, plus de 24 minutes 59, plus de 24 minutes 58, plus que 24 minutes 57. T'es pas non plus obligé de le regarder toutes les secondes. Hein. Moi, c'est mon vrai problème, c'est que j'ai tendance à le regarder, en fait, ça me déprime. En plus, je le mets pas à l'envers parce que j'aime bien quand même voir le temps qui est passé. Et puis, il faut dire que aussi, le fait qu'on ne court pas au même rythme tous les deux, le fait qu'on puisse courir l'un à côté de l'autre, mais chacun à notre rythme, moi, je trouve ça cool aussi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et puis là, au moins, le sol est toujours le même. T'as pas des trous, t'as pas machin, t'as pas les voitures qui t'emmerdent, t'as pas les piétons qui t'emmerdent. Qu'est-ce qu'on s'en kikine. Donc, mais qu'est-ce qu'on s'en kikine. Bon, c'est bien parce que c'est toi. Non, mais après, tu fais ce que tu veux. Je suis aussi allé... Mais j'ai bien noté et tu peux faire un mix des deux. Que je venais t'accompagner. Tu peux faire un mix des deux, comme on a fait cette semaine, ça marche aussi. Et puis, dans les activités ont repris aussi, même si c'était pas forcément beaucoup arrêté, à part quand on n'était pas là. Donc, moi, j'ai repris mes réunions régulières avec le refuge Belgique et l'accompagnement d'anciens bénéficiaires qui ont été... autonomisés dans des appartements en dehors du refuge, mais toujours avec un accompagnement social et dans le cadre d'un programme qui permet au refuge de les aider en fait à avoir des appartements sociaux. Voilà, donc ça c'est aussi une activité que j'aime bien, et c'est tourner vers les autres, et donc ça c'est chouette. Cool. Voilà. Et comme le temps passe quand même déjà vite, on va pouvoir faire la transition vers la rubrique tech et découverte. Et Max, pour changer, tu vas nous parler de Tesla. Oui, ça faisait longtemps, ça vous avait manqué. Petite transition en disant un grand bravo à Guillaume et Romain. C'est pas moi, je vous rassure, j'étais bien dans la maison. Donc Guillaume et Romain se sont lancés au défi de relier Cap Saint-Vincent au Portugal, Cap Nord en Norvège, donc un voyage de 6000 km sur 3 jours en voiture électrique, pour montrer qu'en fait c'est possible de faire des grands trajets en voiture électrique, parce que c'est quand même aujourd'hui sans doute un des grands freins à l'adoption massive de la voiture électrique, c'est la peur en fait de ne pas pouvoir faire de grands voyages. On a entendu cet été encore des conversations à ce sujet. Exactement. Et donc c'est un voyage qui relie effectivement le Portugal à la Norvège en passant par 9 pays. Vous pouvez les suivre sur leur compte Twitter @TeslaStar et @TeslaHalls, ou avec le hashtag European Electric Cannonball. Voilà, on leur dit un grand bravo. Moi, je suis quand même assez impressionné parce qu'ils ont absolument tenu à faire ça en 3 jours, et donc en gros à se relayer avec 2 conducteurs sans dormir, sans prendre de douche non plus. Et donc, là, ils vont arriver, je pense, aujourd'hui, ce soir à 19h. Donc on est samedi 11 septembre en Norvège. Et après, ils vont faire la redescente en prenant un peu plus le temps. Donc ça sera aussi l'opportunité pour ceux qui veulent les croiser. Voilà, on espère que l'initiative fera du bruit et qu'elle aidera les gens à voir qu'en voiture électrique, on peut faire des grands trajets, il n'y a pas de problème. Chaud devant. Et c'est Guillaume qui va nous faire la vraie rubrique découverte. Guillaume, aujourd'hui, tu nous parles du QR code. Et pour un podcast queer... LGBT, forcément, le QR code, c'est l'histoire parfaite. Il fallait qu'on la fasse, celle-là. Oui, passe sanitaire, menu restaurant, billetterie, la folle histoire du QR code et son retour en grâce avec l'arrivée de la pandémie de Covid. Mais c'est quoi un QR code ? D'où ça vient ? Ça ne surprendra personne, c'est au Japon, terre d'innovation par excellence, qui est apparu en 1994 le premier QR code. Enfin, son ancêtre. L'objectif était au traçage des pièces chez un sous-traitant automobile via un code formé à l'aide de carrés noirs et jaunes inspiré du jeu de Go. On vous mettra en photo sur les réseaux sociaux ce à quoi ressemble le jeu de Go. Moi, je ne sais pas y jouer, je précise. Max, tu... Non plus. Non, bon, enfin, bref, peu importe. Il devient libre et gratuit au début le concept du QR code devient libre et gratuit au début des années 2000 et commence à faire une timide apparition dans le domaine public. Rappelons ici à toutes fins utiles qu'au début de ces années, on se battait encore pour faire fonctionner ce bon sang de bonsoir de modem qui grinçait pour nous offrir généreusement une connexion en 58 kB par seconde. Aujourd'hui, c'est à peu près 10 000 fois plus rapide. Mais bon, bref, à chaque époque, son évolution. Pourquoi queer ?
C'est l'abréviation en anglais de Quick Response, en anglais, ou réponse rapide en français. Et en effet, ce QR code permet de stocker beaucoup d'informations et surtout possède une quasi-infinité de combinaisons possibles en fonction de sa taille, du nombre de carrés, etc. Il permet donc d'une part de scanner une information avec le matériel adapté, en l'occurrence de nos jours le smartphone, ou de nos jours et plutôt à l'époque tout autre outil conçu pour le lire, le lecteur optique, mais aussi de plus en plus de valider une information. Par exemple, en Belgique, on peut aller chez le coiffeur et payer avec son smartphone via le scan d'un QR code et de son application bancaire. C'est son grand avantage d'ailleurs sur son ancêtre, le code barre, qui lui ne correspond qu'à une suite limitée de chiffres, la largeur des barres correspondant à l'un ou l'autre, là où le QR code permet de stocker à peu près 100 fois plus d'informations. Il a connu des débuts grand public, comme on l'a dit, discrets, voire poussifs. On doit se rappeler qu'Internet n'a commencé à se démocratiser, à proposer des débits convenables qu'à la fin des années 2000, mais surtout que les smartphones grand public n'ont fait leur apparition que dans les années 2010. Avant, il fallait donc posséder le matériel, souvent cher, adéquat pour lire le code, ce qui a limité son utilisation essentiellement à de l'industrie et à la billetterie. Revenu en grâce ces dernières années, il a connu un boom avec l'apparition du Covid, et est utilisé pour les passes sanitaires, vaccinez-vous bon sang, pour s'enregistrer dans les commerces, pour flasher les menus au restaurant. Attention cependant, comme tout outil qui passe par Internet, et c'est pas Max qui va nous dire le contraire, qui génère des données en ligne, il est faillible et de plus en plus de hackers piègent leurs clients avec de faux QR codes qui vous amènent à de faux sites Internet souvent bien imités. Assurez-vous donc toujours de l'origine de vos QR codes avant de flasher ou de vous faire flasher. Chaud devant! Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Ben oui, si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous et n'hésitez pas à mettre une note sur Apple Podcast ou un like, un pouce jaune, un pouce bleu, un pouce rouge, enfin peu importe, sur YouTube, Facebook, une petit cœur sur Twitter, whatever. On est toujours très content d'avoir vos interactions et de savoir que vous retweetez-nous si vous voulez et de savoir en tout cas que vous suivez ce podcast et que vous êtes intéressé par ce que l'on poste. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours, alors d'ici au prochain épisode, portez-vous bien, gros bisous, sortez masqués. Et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées. Bisous!